Il est précisément 17h30 et bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur agriweb.tv ou bien sur les réseaux sociaux officiels qui, vous le savez, sont le relais de ce salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine édition 2021. Nous sommes toujours en direct depuis l'établissement de Montmorillon qui nous reçoit aujourd'hui. Son directeur prendra la parole dans quelques instants pour ce débat que nous allons mener en compagnie de Philippe Abraham qui va nous rejoindre, qui est déjà présent ici, qui va mener ce débat avec vous, chers amis, qui allez pouvoir interagir tout le long de ces minutes que nous allons passer ensemble. Si ce sujet vous intéresse, vous questionne, n'hésitez pas à prendre la parole. L'éleveur et ses animaux ont bien-être partagé pour un élevage durable. Tel est le thème de ce nouveau rendez-vous. Regardez le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pour converser en direct, le 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14. Ou bien si vous suivez en replay ce programme, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vos commentaires et le hashtag Parlons Agriculture NA. Parlons Agriculture NA. Ce salon de l'agriculture édition 2021, il est à la fois virtuel avec ses rendez-vous, mais il est également très concret, très réel, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Dominique Graciette, vous qui présidez ce salon, il y aura des rendez-vous qui vont nous permettre de faire connaissance avec des produits extraordinaires de nos terroirs. Nous allons les avoir exposés, prêts à être achetés du côté de Bordeaux en fin de semaine. Et puis il y a d'autres rendez-vous qui sont également bien physiques. Bonjour mon cher Dominique. Oui, bonjour à tous. C'est vraiment une grosse satisfaction de pouvoir tenir le salon de l'agriculture 2021 de cette manière, à la fois en présentiel et en virtuel. Mais on ne perd pas nos valeurs malgré le contexte, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est aujourd'hui sur le lycée de Montmorillon, tant l'enseignement fait partie de l'ADN du salon, la transmission aux jeunes de nos métiers. Et je voudrais avoir une pensée pour nos éleveurs qui sont privés de concours cette année. On va traiter un sujet d'élevage sur le bien-être animal et le bien-être partagé. On est dans une ferme du lycée, un lycée qui a une ferme d'élevage, tout comme on était à Bazas pour la conférence presse, dans une ferme de lycée consacrée à l'élevage. Demain, on sera à Périgueux et on finira au lycée de Brive. Bref, ce tour des lycées est une satisfaction. Ça montre aussi la collaboration que l'on a depuis de nombreuses années avec les établissements d'enseignement agricole et avec les exploitations de ces établissements pour former les jeunes éleveurs de demain, les jeunes agriculteurs de demain. En tout cas, c'est une satisfaction. Et pour un salon, pour une part virtuelle, on va traverser la région parce que, je voudrais terminer par là, ce salon est le fruit d'une concertation, d'une interaction et d'une co-construction qu'on a faite avec 850 partenaires qui sont devenus partenaires visiteurs l'an dernier, qui nous ont donné et indiqué un certain nombre de sujets qu'ils voulaient voir traités dans le bien-être animal et qui voulaient voir le salon dans toute la région. Mais cette année 2021, on en a tenu largement compte. On va finir à Bordeaux, mais on va passer par Poitiers sur les signes de qualité et par Tulle aussi, qu'il ne faut pas oublier, sur les produits de qualité de Corrèze. Bref, on découvre la Nouvelle-Aquitaine et au travers de l'agriculture, c'est une dimension économique bien sûr, mais c'est une dimension culturelle aussi qui forge petit à petit l'identité de cette région Nouvelle-Aquitaine. Pour les professionnels, il y a rendez-vous à ne surtout pas manquer. Vous allez le voir juste derrière moi sur cet écran plein jour que nous faisons circuler au travers de la région, de lycée en lycée. Il s'agit du salon virtuel de l'agriculture. Voici un petit aperçu de celui-ci. Je vous invite à aller sur le site dédié. Vous avez un lien évidemment sur agriweb.tv, ce salon de l'agriculture virtuelle de Nouvelle-Aquitaine. Il vous permet de rentrer dans un espace qui a été constitué spécialement pour accueillir de très nombreux exposants, comme s'ils étaient là pratiquement. Regardez la qualité d'ailleurs de la réalisation. Vous avez non seulement les institutionnels, comme la région Nouvelle-Aquitaine, partenaire incontournable évidemment de ce salon, et puis vous avez de très nombreux autres exposants avec qui vous pouvez converser. Vous le voyez au travers de ces différents outils. Vous faites connaissance avec chacun d'entre eux. Tout cela autour d'un véritable ring. Regardez à quel point cela est bien fait, et vous allez ainsi retrouver l'esprit,
l'esprit de ce salon lorsqu'il est réalisé de façon tout à fait concrète. Cela n'empêche pas les prises de rendez-vous, ça n'empêche pas les prises de contact que d'être ainsi diffusées de façon virtuelle. Faute de mieux, n'hésitez pas en tout cas, bonne visite et rendez-vous donc au cœur de ce salon qui retransmet donc évidemment l'intégralité de ces débats. Justement, regardons rapidement s'afficher les prochains débats. Demain, nous serons à Périgueux dès le matin pour les rendez-vous ô combien importants, les états généraux de l'innovation vers un marché du carbone en agriculture. Dans le cadre de ces états généraux, nous recevrons des agriculteurs, des sylviculteurs qui se trouvent face au marché du carbone et nous verrons à quel point l'implication de l'agriculture aux côtés des collectivités est importante. Ça sera demain donc à partir de 10h et au moins jusqu'à 12h. Demain soir à 17h30, un nouveau débat avec cette fois-ci en point d'orgue la méthanisation. La méthanisation, un atout pour nos territoires. On aurait pu titrer ce débat « La méthanisation halte aux idées reçues ». On va voir à quel point demain de très nombreux agriculteurs ont déjà fait le choix de la méthanisation. On verra de quelle façon la mise en place des projets amène également des questions, suscite des interrogations, parfois légitimes, parfois sur le fruit simplement d'interrogations qu'il faut lever. Des échanges très intéressants demain soir, donc à partir de 17h30. Et enfin, nous terminerons cette tournée avec 2 rendez-vous qui auront lieu jeudi. Les Assises de l'origine avec l'ANA proposeront un débat sur le thème « La qualité et l'origine comme pilier de notre souveraineté, de notre identité », animé par Stéphane Vacchiani et toute l'équipe de TV7 et du groupe Sud-Ouest. Ça sera jeudi matin. Et enfin, nous nous retrouverons avec Philippe jeudi soir à 17h30 pour un débat autour des fruits et des légumes frais accessibles pour tous. Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Vous connaissez le slogan. On y est là, on y est presque, si on entend bien les études et les enquêtes d'opinion, mais cela n'est pas sans poser de très nombreux défis pour que l'on puisse continuer à produire ces fruits et ces légumes en France. Donc ça sera le dernier débat auquel vous pourrez participer. Encore une fois, tout le long de ces débats, vous n'hésitez pas à prendre la parole. J'en reviendrai tout à l'heure en fin d'émission pour être votre porte-parole. Le numéro de SMS pour ceux qui suivent en direct, ce rendez-vous, le hashtag Parlons Agriculture NA pour celles et ceux qui le suivent en replay. Le débat démarre dans quelques secondes après le générique que voici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2021. Comme le rappelait il y a quelques instants Dominique Gracier, le président du Salon, nous sommes accueillis ce soir par le lycée agricole de Montmorillon, dans la Vienne. Je laisserai le soin dans un instant à son directeur de nous présenter son établissement. Vous allez le voir, un choix qui ne doit rien au hasard, puisque nous nous trouvons ici sur une terre d'élevage au nord de la Nouvelle-Aquitaine pour débattre précisément du thème « L'éleveur et ses animaux, un bien-être partagé pour un élevage durable ». Alors tout le monde se sent évidemment concerné par le traitement réservé aux animaux dans nos élevages, mais chacun a sa propre vision de leur bien-être. L'occasion donc de parler élevage et de confronter les points de vue, bien évidemment dans le respect de la diversité, des sensibilités et des opinions de chacun. Alors le point de vue des éleveurs, bien évidemment, dont prendre soin est le cœur de métier, celui des citoyens consommateurs, il faut le rappeler, de plus en plus soucieux de leur éthique alimentaire, mais aussi celui des animaux eux-mêmes sur lesquels on a parfois tendance à transposer nos propres besoins. Alors pour éclairer le propos, je vous propose d'organiser notre échange autour de 3 séquences. Une première pour comprendre ce qu'est le bien-être animal, le définir, et on va le voir également l'évaluer. Une seconde pour illustrer sa mise en œuvre concrète dans les élevages de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, une 3e séquence pour évoquer les démarches de progrès qui sont engagées ici et là. Alors pour en débattre, dans un instant, on aura le plaisir d'accueillir Aurélia Varin, qui est éthologue indépendante, spécialiste donc du comportement des animaux d'élevage. Sophie Gallard, qui est à la tête d'un troupeau de chèvres à vocation laitière dans le département voisin des Deux-Sèvres, Christophe Limoges, producteur de lait de vache également originaire des Deux-Sèvres, et Alexis Mainfroy, éleveur de vaches à viande de race charolaise, ici même dans la Vienne. Nous aurons également le plaisir d'accueillir 2 étudiants, des étudiants donc du lycée agricole de Montmorillon, qui sont dans un cursus donc bac pro, option conduite et gestion de l'entreprise agricole, ici même donc au lycée, et qui se préparent, vous allez le voir, à la conduite d'un élevage. Tout au long de nos échanges, donc, nous aurons le plaisir également et le loisir d'aller à la découverte de quelques-uns de nos élevages pour nous rendre compte par nous-mêmes des réalités de terrain,
grâce à une série de reportages qui a été réalisée donc, en amont du salon, en préparation du salon, par l'équipe de production d'AgriWeb TV. Comme le rappelait Eric il y a quelques instants, donc chacun pourra prendre part au débat en posant ses questions, donc en direct et par SMS. Je vais essayer de ne pas me tromper de numéro, le 06 44 63 07 14. Toute une équipe donc, est mobilisée pour les réceptionner, donc vos questions, et vous permettre d'en traiter un maximum. Et si le temps venait à nous manquer, ce qui est fort probable, sachez que chaque question posée donc, fera l'objet d'une réponse à l'issue donc, de ce débat. Sans perdre une seconde, je vais céder la parole donc, à Guillaume Dupuis, directeur donc, du lycée agricole de Montmorillon, qui nous accueille ce soir, que je remercie encore une fois donc, au nom des organisateurs, et qui va nous présenter donc, son établissement. Monsieur Dupuis, si vous voulez bien. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Et on est ravis vraiment d'accueillir ce débat ce soir ici au lycée agricole. Alors une présentation très très rapide de l'établissement, peut-être une façon aussi d'introduire le débat. Nous sommes ici dans un établissement public d'enseignement agricole qui accueille des élèves, des apprentis, des stagiaires de la formation continue et qui intervient dans plusieurs secteurs complémentaires, le secteur de l'agriculture, de l'agroéquipement, de l'environnement, de la forêt, mais aussi les secteurs des activités canines et équine. Alors, cet établissement, il a des centres de formation et il a aussi une exploitation agricole qui est relativement importante et qui est, comme vous l'avez dit, une exploitation d'élevage qui va combiner des activités de production, c'est une vraie entreprise, avec des activités de formation, donc au service des centres de formation et des apprenants, et aussi des activités d'innovation et de développement agricole, en particulier dans le domaine de la transition agroécologique et auprès de l'ensemble de nos partenaires. Alors, cette exploitation, elle comprend plusieurs ateliers d'élevage donc d'herbivores, donc 750 brebis allaitantes pour la production d'agneaux, 200 chèvres laitières avec du lait vendu en laiterie, 50 vaches allaitantes avec une production de broutards en fait et quelques animaux finis et quelques reproducteurs. Sur une surface de 270 hectares, dont environ 200 hectares de prairies permanentes. Alors, cette exploitation, elle est en pleine transition agroécologique. Le principe, en fait, c'est de faire évoluer des pratiques agricoles en s'appuyant le plus possible sur les solutions fondées sur la nature, de manière à atteindre la triple performance économique, bien évidemment, mais aussi sociale et environnementale, et ce, de manière durable. Donc, à s'adapter notamment aux questions de changement climatique, à la volatilité des marchés, par exemple. Alors, pour revenir au sujet de ce soir, en fait, donc vous avez compris qu'on élève beaucoup d'herbivores sur l'exploitation. J'ai même pas cité, il y a des chevaux aussi. Alors tous nos herbivores pâturent. Alors les troupeaux bovins et ovins depuis fort longtemps, en fait, depuis la création d'exploitation. Et pour le troupeau caprin, c'est un peu plus récent. Et c'est lié en fait à cette démarche de transition agroécologique et ça anticipe en fait une conversion à l'agriculture biologique de la production caprine qui est imminente. Alors, quelques illustrations peut-être pour expliquer comment on peut travailler en fait sur le bien-être animal dans le cadre de l'accès à l'extérieur des animaux. Donc, il y a déjà le pâturage en tant que tel, qui est plus proche des conditions naturelles de vie des animaux. Mais la façon de gérer le pâturage chez nous est relativement originale, puisque on travaille, je vous l'ai dit, sur des prairies permanentes et on met en place en fait des modes de gestion de nos prairies qui sont faites entre autres pour permettre aux animaux d'exprimer leurs préférences alimentaires. Donc d'avoir le choix de ce qu'ils ingèrent et d'avoir de la diversité dans leur alimentation. Donc ça, c'est un premier élément important. Un autre élément va tenir à la place de l'arbre dans le système. Donc on est encore dans un pays de bocage. Donc l'arbre va apporter beaucoup de bienfaits aux animaux en termes de conditions de vie, mais aussi en termes d'alimentation. Alors on intervient pour l'instant sur deux domaines. En fait, on travaille sur du sylvopastoralisme, c'est-à-dire gérer des bois, des forêts, des petites forêts, de manière à permettre en fait aux animaux d'y pâturer. Et ça a un intérêt notamment pour le bien-être animal, puisque ça permet sur des saisons parfois compliquées pour les animaux, notamment les saisons estivales avec des canicules qui sont assez fréquentes, d'avoir un climat qui est plus favorable. Et puis on travaille, alors là c'est plus à long terme en fait, à développer notre parc d'arbres, si vous voulez, par des pratiques d'agroforesterie. Et là on est en pleine conception d'un projet qui va se développer au long des années prochaines et qui portera ses fruits dans 10, 15, 20 ans, en lien en fait avec le développement du pâturage de nos animaux. Voilà, donc ce sont quelques illustrations qui peuvent permettre peut-être de participer au débat. Voilà. En tout cas, on remercie vraiment les organisateurs d'avoir accepté l'invitation de l'établissement et
Et puis, bon débat. Merci pour cette présentation et ces propos introductifs. Alors, comme annoncé et en guise d'introduction à nos échanges avec nos invités dans quelques instants, je vous propose une première escapade dans nos territoires d'élevage, et vous allez le voir, ils sont nombreux en Nouvelle-Aquitaine, pour nous rendre sur la ferme caprine de Laurine Manceau. Sabel, dans les Deux-Sèvres, au milieu des 750 chèvres de race alpine, des alpines dans le Poitou, rien de paradoxal. Au cœur du GAEC, la bûchellerie, et des 190 hectares de prés et de culture, Laurine, 25 ans, est installée sur la ferme familiale aux côtés de son père et de son oncle depuis 2 ans maintenant. 750 chèvres, ça représente un nombre, mais ça ne nous empêche pas d'être proches de nos animaux et ça n'empêche surtout pas qu'elles soient bien dans leur environnement. C'est nous, notre priorité, c'est leur bien-être, autant que le bien-être de l'éleveur, mais le bien-être animal passe en priorité. Donc on fait le maximum pour que nos chèvres soient bien et c'est le cas. Allez, venez les filles. Le bien-être animal règne au cœur de la ferme. Dès son arrivée, Laurine a fait le choix d'ouvrir l'extérieur à ses bêtes. La sortie des chèvres, c'était une chose qui me tenait à cœur, moi, de les voir, d'essayer d'améliorer leur bien-être vis-à-vis de ça, même si elles sont très bien dans le bâtiment. Pour que les bêtes ne souffrent pas de la chaleur pendant les épisodes de canicule, les chèvres s'autogèrent, le portail reste ouvert le jour comme la nuit. On leur a fait un parc pour du parcours, donc elles ont 5 mètres carrés chacune. Donc là, on est sur un parc qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Donc elles ont libre accès à l'extérieur, on laisse le portail ouvert la journée et c'est elles après qui décident si elles rentrent ou elles sortent. Et on a fait en sorte que dans chaque parc il y ait une bonne part d'ombre et comme ça elles pourront aller se mettre au frais et en plus au fond on a un petit ruisseau qui passe qui amène de la fraîcheur. Donc on leur mettra des abreuvoirs au bout des parcs pour qu'elles puissent avoir accès à l'eau pour leur éviter de retourner dans le bâtiment si jamais elles ont soif. Un accès à l'eau qui assure la bonne santé et la vigueur des animaux. On y va les filles ? 16h30, direction la traite du soir. La deuxième de la journée, la première s'effectue à 6h30. Là aussi, le bien-être animal a sa place. Lumière, fraîcheur l'été, chaleur l'hiver. Dans la salle de traite, le bien-être animal, ça va être l'aération par exemple comme ce qu'on a au-dessus qui nous permet de réguler la température. L'hiver, ici on est dans une pièce qui est isolée, donc l'hiver il ne fait pas froid. En plus on a le tank derrière qui nous ramène de la chaleur. Les animaux sont serrés les uns contre les autres, mais sans être attatinés, donc ils arrivent à être à l'aise quand même à respirer sans avoir trop chaud. Laurine a toujours des idées pour améliorer la qualité de vie et le confort de ses protégés. Donc nous actuellement on n'a pas de décrochage automatique, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place à la fin de la saison laitière. Et comme ça, une fois que la chèvre sera terminée de traire, le pot s'enlèvera tout seul de la mamelle. Donc ça va éviter de surtraire et donc d'abîmer les mamelles. De bonnes conditions qui s'appliquent dès les premiers mois des chevrettes. Elles aiment profiter de leur espace, des aires de jeu à leur disposition et ne peuvent s'empêcher de grimper sur leurs visiteurs. Elles sont bichonnées et nous bichonnent aussi. Donc là, on est dans le bâtiment chevrette. Donc ici, ce sont les petites chevrettes qui sont nées au mois de janvier-février. Elles sont sevrées. Maintenant, elles consomment des céréales à volonté et du foin et de la paille pour commencer à ruminer. Elles mangent toute la journée, elles jouent, elles dorment et elles font leur vie. Elles ont un grand bâtiment lumineux, aéré pour elles. Dans un premier temps, elles restent à l'abri et d'ici quelques semaines, elles vont pouvoir elles aussi commencer à sortir à l'extérieur. Autre point sur lequel la ferme s'applique, c'est l'alimentation des 750 chèvres, mais aussi des 50 vaches. Une alimentation de qualité produite en grande partie sur l'exploitation. Ces animaux ne manquent de rien et attendent patiemment le passage du robot avec des rations bien spécifiques. On produit une majorité des céréales que les animaux consomment. Donc pour les vaches, nous sommes 100% autonomes sur l'alimentation. Les chèvres, c'est pas notre but d'être à 100% autonome. Le but, c'est d'être au maximum là où on se sent le plus à l'aise. Et plus tard, on aimerait développer le pâturage, essayer de ramener justement la matière première à l'animal directement plutôt que par le biais du foin. Même si l'hiver, on est obligé de les rentrer en bâtiment à cause des conditions climatiques. Et là, elles mangent du foin. Mais l'été, on aimerait les mettre au pâturage derrière après pour qu'elles goûtent à l'herbe fraîche. Finalement, elle pense tout le temps à ces animaux. Laurine est passionnée depuis son plus jeune âge. Déjà petite, on disait qu'elle était l'ombre de son père. Dès toute petite, je buvais même à la louve avec elles pour goûter le lait qu'elles avaient. Et au fur et à mesure, après,
J'ai goûté aussi au côté professionnel en travaillant les étés dans un premier temps sur la ferme et ensuite après en devenant salarié pour m'installer il y a 2 ans, donc avec eux. Avec son père et son oncle. Au cœur de la ferme, les bêtes se sentent bien. Si Laurine a fait le choix de rendre accessible l'extérieur à ses chèvres, c'est pour leur apporter un confort supplémentaire, mais n'allez pas croire que rester en intérieur ne leur va pas. Le bien-être ne veut pas forcément dire extérieur, c'est clair. Les chèvres sont très bien dans leur bâtiment, on les paille régulièrement pour qu'elles aient une litière qui soit toujours propre. Elles ont accès à l'eau, à l'alimentation à volonté. Elles ont de l'espace chacune, elles ne se marchent pas dessus. Elles ont toute la place de s'allonger comme elles veulent. Elles ont la place de faire de l'exercice, de marcher. Elles peuvent même jouer. Dans certaines cases, on a mis en place des sortes d'agrès pour qu'elles expriment un peu leur comportement. Elles peuvent grimper, sont très curieuses, donc on leur met en place des nouveaux objets qui vont venir les intriguer pendant plusieurs jours. Donc non, l'extérieur n'est pas forcément essentiel pour le bien-être de l'animal. Que de bonnes intentions. C'est le quotidien de Laurine, son père, son oncle, ainsi que la salariée qui œuvre dans le bien-être des animaux. La base de leur métier d'agriculteur et d'éleveur en offrant de bonnes conditions de vie à leurs animaux. Aurélia Varin, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éthologue indépendante, que vous êtes donc spécialiste du comportement des animaux d'élevage. Vous intervenez d'ailleurs à ce titre régulièrement dans un rôle de conseil auprès de différentes organisations collectives du monde de l'élevage pour essayer de faire progresser donc la prise en compte du bien-être animal dans les pratiques d'élevage. Alors pour nous permettre d'échanger en toute connaissance de cause et pour faciliter le débat également, est-ce qu'on peut d'abord s'entendre sur une définition du bien-être animal et sur les critères que l'on peut prendre en compte pour tenter de l'évaluer ? Bien sûr, donc d'un point de vue scientifique, le bien-être animal a une définition très claire. C'est l'état mental et physique positif qui est lié à la satisfaction des attentes de l'animal et de ses différents besoins comportementaux et physiologiques. Donc c'est une définition scientifique qui est certes très claire pour les scientifiques, mais qui sur le terrain du coup ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour l'évaluer très concrètement dans un élevage, on se base sur ce qu'on appelle les 5 libertés. Donc ces 5 libertés nous permettent de savoir si les animaux sont bien. La première, c'est la liberté physiologique, donc l'absence de faim, de soif ou de malnutrition. Bon, c'est assez logique. Il faut qu'un animal puisse être bien nourri et bien abreuvé pour pouvoir être bien. La deuxième liberté, c'est la liberté sanitaire, donc l'absence de maladie ou de blessure. La troisième, la liberté environnementale. Donc on l'a vu là dans le reportage juste avant, le fait d'offrir une litière paillée, sèche, aux animaux et de leur donner de l'espace est un critère très important pour le bien-être animal. La quatrième liberté, c'est la liberté psychologique, l'absence de peur ou de détresse. Et la cinquième, qui est la plus compliquée à évaluer finalement, c'est la liberté comportementale, le fait de pouvoir exprimer les comportements normaux et naturels de l'espèce. Ces 5 libertés, donc, comme autant de critères, ne présument par contre en rien de l'acceptabilité sociétale des pratiques dont on parle au regard du bien-être animal. Tout à fait. Ces 5 libertés nous permettent de savoir, en fait, quand on arrive dans un élevage, si les animaux sont bien ou pas. Ça nous permet de définir un niveau de bien-être. Par contre, savoir si ce niveau de bien-être est acceptable ou non, c'est à la société d'en décider, et notamment aux consommateurs. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que l'animal a conscience de lui-même et à partir de là, quel est son rapport au passé, au présent, au futur, s'il en a un ? C'est une question qui est complexe et qui est passionnante. Les animaux ont une conscience plus ou moins importante de leur environnement en fonction de leur capacité. Là, on a vu des chèvres laitières qui sont parmi les animaux d'élevage qui ont les capacités cognitives les plus importantes. Donc, ils ont une haute perception de leur environnement et en gros, ils comprennent beaucoup de choses de leur environnement. Par contre, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes dans notre perception de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que les êtres humains, on a un niveau de conscience extrêmement élevé et on est capable nous-mêmes de nous projeter dans le passé, dans le futur, en tant qu'individu. Donc moi, voire même dans un présent alternatif. Moi, je suis capable de me dire que je pourrais être boulangère alors que je ne le suis pas. Une chèvre, par exemple, ou une vache n'a pas cette capacité-là. Par contre, elle a la capacité de ressentir des émotions,
de ressentir l'absence d'individus, d'avoir des relations d'affinité avec ses congénères et même avec les éleveurs. Et n'ayant pas de conscience du futur, j'imagine que l'animal n'a pas la possibilité d'avoir une conscience sur sa propre mort? Aujourd'hui, c'est un élément qu'on a cherché scientifiquement, effectivement. Est-ce que les animaux ont conscience de leur propre mort? On n'a trouvé aucun élément qui nous le montre, même chez les espèces sauvages les plus développées. Ce qu'on sait, c'est que les animaux peuvent être stressés par les conditions qui entourent la mort. Ça ne fait pas de doute. Des situations de peur ou de stress quand il y a un prédateur ou même à l'abattoir, mais qui s'expliquent par tous les éléments de peur et de stress environnants, mais qui ne présument pas de la capacité de l'animal de se dire « je vais mourir ». Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable scientifiquement de dire qu'un animal peut se dire qu'il va mourir. Vous évoquiez à l'instant la question des émotions ressenties. Est-ce qu'il y a des ressentis qui sont partagés par l'homme et l'animal ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, beaucoup. Toutes les émotions, on va dire, de base, comme la joie, la peur, la tristesse, c'est des choses qu'on retrouve chez les animaux. Les relations d'affinité, comme je vous disais, le fait d'avoir du plaisir à être avec certains congénères plutôt qu'avec d'autres, et d'ailleurs d'avoir moins d'infinité avec d'autres. Les vaches, clairement, même les poules, hein, en élevage, on retrouve des groupes de copines, en quelque sorte, des animaux qui ont plus de préférence entre eux. Donc ça, c'est des choses que nous, êtres humains, on connaît également. Par contre, les êtres humains sont capables d'avoir des émotions plus complexes, comme la nostalgie. La nostalgie, donc le fait de regretter une situation passée, ça c'est quelque chose de très complexe. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuve que les animaux puissent ressentir des choses aussi complexes. Au regard de la définition que vous venez de donner du bien-être animal, est-ce qu'on n'a pas tendance, dans les débats sociétaux, tels qu'on peut les voir sur les réseaux sociaux, par exemple, à confondre bien-être animal et éthique animale, c'est-à-dire la place qu'on accorde aux animaux dans la société? Oui, c'est vrai. Et c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de débats, même télévisés, on titre bien-être animal alors qu'en fait, on est en train de parler d'éthique animale. Donc, on est en train de parler de est-ce qu'on a le droit de donner la vie et la mort à des animaux? Ça, c'est une question qui peut se poser, mais c'est une question d'éthique. Ça n'a rien à voir avec l'état de bien-être que vit l'animal à un instant T. Donc, c'est deux choses qui sont différentes et qui sont aussi liées à un phénomène qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc, c'est le fait qu'en tant qu'être humain, on a tendance à se dire que l'animal qui est en face de nous va ressentir la même chose que nous. C'est vrai en partie pour certaines émotions, comme je viens de l'expliquer. Ce n'est pas vrai pour toutes les émotions et ce n'est pas vrai pour toutes les situations. Si nous, les êtres humains, par exemple, on adore être dans une chambre et sur un matelas confortable, en l'occurrence, si on parle des cochons, eux, ils vont apprécier une litière de paille ou un sol qu'ils vont pouvoir fouiner et pour chercher avec leurs groins. En l'occurrence, nous, quand on se retrouve par terre dans une prairie, on ne va pas aller fouiller avec nos pattes. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Ça se saurait. Aurélia, au regard de vos domaines d'expertise et des missions qui sont les vôtres, hein, notamment donc auprès des organisations collectives du monde de l'élevage, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que à la fois la prise de conscience et aussi les connaissances des éleveurs ont progressé ces dernières années sur cette question de la prise en compte du bien-être animal dans les pratiques d'élevage? Oui. Oui, très clairement. En France, on a ces dernières années noté un très fort intérêt pour le sujet du bien-être des animaux d'élevage. Donc là, je vais vous parler uniquement de l'élevage que je connais. On a vraiment une prise de conscience de la très grande majorité des professionnels. Donc quand je dis professionnels, c'est éleveurs, transporteurs, abatteurs et des différentes organisations, que ce soit des organisations de producteurs, que ce soit au niveau des syndicats, des chambres d'agriculture. On voit vraiment qu'il y a énormément de réflexions et énormément d'améliorations qui sont en cours. Merci Aurélia pour ces premières réponses. Vous restez avec nous bien évidemment. Christophe Limoges, bonsoir. Je rappelle que vous êtes producteur de lait dans le département voisin des Deux-Sèvres. Je vais vous laisser le soin tout de suite, Christophe, de vous présenter en quelques minutes. Bonsoir à tous. Oui, Christophe Limoges, je suis éleveur laitier sur le département des Deux-Sèvres, en plein centre, sur la micro-zone de Gâtine, sur la commune de Pamply. Donc notre exploitation, c'est une structure sociétaire, un GAEC. Nous sommes 4 exploitants regroupés depuis plus d'une trentaine d'années. Nous avons 90 vaches laitières, 8000 poules pondeuses, œufs de reproduction et des cultures de vente. Et donc nos 90 vaches laitières, elles sont logées aujourd'hui dans un bâtiment vache en logette
air paillé, de jet avec de la paille et des matelas. Et nous avons privilégié cette structure sociétaire pour suivre au quotidien les animaux, parce que les vaches laitières, la particularité, il faut les traire matin et soir, et ça du 1er janvier au 31 décembre, samedi, dimanche compris. Donc ça nécessite une organisation du temps de travail. Et le souci, la question première du bien-être animal, ça a toujours été une priorité, parce que des animaux en bonne santé fait du produit de bonne qualité et donne une aisance, une conduite du troupeau au quotidien très facile, quoi. Merci Christophe pour ces mots d'introduction. Bien évidemment, on va revenir sur tous ces points et dans le détail. Christophe, est-ce que on peut véritablement espérer exercer ce métier d'éleveur dans de bonnes conditions, et en particulier celui de producteur de lait tel que le vôtre, sans une passion bien chevillée au corps? Cette passion, il faut être passionné de l'élevage, il faut être passionné des animaux pour pouvoir s'en occuper au quotidien. Et ça, je l'ai depuis bientôt plus de 35 ans, le moment que je me suis installé. Et moi, c'est un véritable plaisir de voir mes animaux, de voir mes vaches. Et quand elles sont étendues dans leur logette, et puis qu'on les voit dormir, et puis que tout se passe bien, qu'elles ont un beau pelage, c'est un véritable plaisir au quotidien, quoi. Ouais. Tout à l'heure, Aurélia évoquait la question de l'anthropomorphisme, et sans tomber dans cette dérive de l'anthropomorphisme. Est-ce qu'il existe tout de même un lien affectif entre l'éleveur et ses animaux, ou est-ce que l'animal, finalement, c'est un simple moyen de production qu'il convient d'optimiser? Alors, il faut les deux. Il faut les deux parce que il faut un moyen de production, parce que c'est pour faire notre revenu. Mais si on n'a pas de l'affection, de l'empathie envers nos animaux, on y va à regret. Et si on y va à regret, on fait un travail qui est pas de bonne qualité. Donc il faut absolument apprécier, caresser ces animaux. Lorsqu'on les rentre en salle de traite, il faut y aller avec de l'humain. Et il vous arrive d'avoir des petits pincements au cœur quand certains de vos animaux quittent l'exploitation? Oui, parce qu'on a toujours de l'affection pour un animal, plus particulier par rapport à d'autres. Quand on a 90 vaches laitières, on n'a pas d'amour pour les 90 vaches laitières, mais il y en a quelques-unes, ou 2 ou 3, qui sont toujours plus proches. Lorsqu'on est au niveau des animaux, ils viennent nous voir, ils viennent nous sentir, et ça veut dire qu'il y a une affection qui se fait, quoi. Mais bon, dans la limite du raisonnable. Bien sûr. Merci Christophe. Sophie Gallard, bonsoir. 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 Ça y est, on vous a récupéré. Bonsoir, voilà. Bonsoir Sophie. Je rappelle donc que vous êtes à la tête avec votre époux d'un élevage de chèvres à vocation laitière. Un petit mot de présentation, Sophie, peut-être pour nous présenter cette exploitation et votre manière de travailler avec votre époux. Oui, tout à fait. Donc j'ai 39 ans, 2 enfants. Nous sommes éleveurs dans le sud des Deux-Sèvres, à Viguier-sur-Chizé, une petite commune de 170 habitants, environ 1 heure de La Roche. Moi, je suis installée en 2012. Dimitri, mon mari, lui, s'est installé en 2006. Lors de mon installation, nous avons fait le choix de construire une nouvelle chèvrerie en y intégrant, bien sûr, le bien-être des animaux et également le bien-être de l'éleveur. Donc, un bâtiment neuf en bois, isolé dès le départ, de 460 places. Aujourd'hui, nous en avons 420 en lactation, donc en race alpine également, comme Laurine dans le reportage de tout à l'heure. Nous produisons donc du lait pour la coopérative laitière de la Sèvre, la CLS, située à Celles-sur-Belle. C'est une petite laiterie à taille humaine, où nous sommes 50 producteurs de lait de chèvre et 60 producteurs de lait de vache. Ce lait nous est collecté tous les 48 heures pour la simple raison que cette laiterie fabrique des fromages au lait cru, tels que le chevreau ou le chabichou AOP, ou même d'autres fromages comme le motet sur feuille notamment. Sophie, comment est-ce que vous définiriez en quelques mots et très simplement votre métier d'éleveur ? Alors, mon métier d'éleveur, c'est comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est une passion, c'est un amour pour les animaux, et tout simplement aussi c'est un métier où il n'y a pas de routine en fait. Le matin, j'attaque, donc c'est moi qui m'occupe de la traite, mais
je peux très bien sauter dans le tracteur pour aller dérouler du foin ou même aller dans les champs récupérer des bottes et tout. C'est vraiment, voilà, moi je m'éclate aujourd'hui à faire ce métier-là qui n'y a pas de routine en fait. Vous travaillez avec du vivant comme tous les agriculteurs, j'ai envie de dire, mais quand on est éleveur, c'est, je dirais, un peu plus particulier. J'imagine qu'il n'y a pas de place pour l'amateurisme, ni l'improvisation. C'est vraiment une affaire de professionnels. Vous m'avez entendu, Sophie? Ah, petit problème technique. Oui, tout à fait. Alors, c'est bon. Me concernant... Oui, je vous ai entendu, ouais. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Donc, je ne suis pas issue du milieu agricole à la base, donc il a fallu m'acquérir une certaine expérience pour lequel il a fallu que je fasse un BEPA, et ensuite un bac pro au CGEA également, mais au lycée agricole de Mel. Et ensuite un BTS production animale. Donc à la suite de ces formations, enfin pendant cette formation, il a fallu faire des semaines de stage qui m'ont vraiment donné toute cette expérience que je peux avoir aujourd'hui. Donc pour moi il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Pour être éleveur, il faut vraiment avoir une expérience de l'œil de l'éleveur. C'est ce qui est le plus attendu. Merci Sophie pour cette première présentation. Bonsoir Alexis Mainfroy. Donc, alors votre affaire à vous, Alexis, c'est l'élevage de vaches à viande et de races dites bouchères. Donc, un petit mot de présentation très court, Alexis. Oui, donc Alexis Mainfroy, 33 ans. J'ai repris la suite de mes parents qui étaient éleveurs donc en 2008. Donc, je me suis installé de bonne heure à 19 ans. Suite à un bac pro CGEA ici à Montmorillon. Donc j'ai une cinquantaine de mères vaches charolaises, donc j'élève 50 vaches charolaises avec les petits veaux, les génisses et puis les 2 taureaux reproducteurs. J'ai aussi une production céréalière, donc en premier pour l'autonomie alimentaire des animaux, l'alimentation des animaux, et puis le reste en coopérative. Les vaches sont principalement à l'herbe toute l'année, mis à part les périodes hivernales où en fait, comme on a un milieu très hétérogène au niveau du sol, donc c'est très mouillé l'hiver, donc voilà, elles sont bien en bâtiment dans la paille. Et donc oui, pour finir la présentation, donc je suis pas très loin de Montmorillon, donc à Joué, à une petite commune de 550 habitants. Donc voilà. Et donc fils d'agriculteur, fils d'éleveur, c'était une évidence pour vous que de choisir ce métier d'éleveur? Ça tombait sous le sens? En fait, on a le virus. C'est ça. Mes parents m'ont baigné dedans, et puis en fait, ma maman avait essayé de me mettre ailleurs, sauf que ça n'a jamais marché. Et c'était l'agriculture et pas autre chose. Ça fait maintenant donc plus d'une dizaine d'années que vous exercez ce métier. Voilà. Si c'était à refaire, vous feriez le même choix? Je me poserais même pas la question. Bon, c'est clair. Alors, on a le plaisir, donc merci Alexis, on a le plaisir donc d'avoir avec nous 2 étudiants. Ils sont un peu stressés, vous allez voir, mais ça va bien se passer. Donc Pierre et Sylvain, bonsoir. Donc je rappelle à nos auditeurs, donc vous êtes dans un cursus bac pro, conduite et gestion d'entreprises agricoles. Donc ici au lycée agricole de Montmorillon dans la Vienne. Première question à tous les deux. Vous répondrez tour à tour. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix de cursus de formation? Qui commence? Allez. La passion. La passion. Ça nous a toujours plu depuis Enfin, pour moi, depuis que je suis né, mes parents sont agriculteurs, donc c'est un peu une vocation, je pense. Enfin, une passion. Ça naît donc, effectivement tout petit au contact des parents. Pierre aussi. Depuis qu'on est tout petit, on a toujours connu ça, donc ça paraît évident de partir sur cette branche-là. Et après, on se plaît à faire ça et c'est un plaisir à faire ce métier. Donc la passion et le plaisir. Et comme Alexis, il y a toutes les chances que vous repreniez un jour l'exploitation de vos parents? Oui, c'est bien parti. Nous, là, on est en bac pro CGEA. Donc après, on part sur un BTS agricole et avec une reprise d'exploitation sur l'exploitation familiale par la suite. Idem? Oui, pareil, sauf que pour moi, j'aimerais bien continuer un peu plus les études. Soit un CS bovin-viande ou une licence professionnelle. D'accord.
Très bien. Bon, merci pour ces premiers témoignages. Pour enchaîner donc sur la deuxième séquence de notre échange, je vous propose d'abord de poursuivre notre périple en région en allant découvrir une autre ferme, celle d'Audrey Bonneau, qui élève des vaches de race partenaise. On les reconnaît à leur maquillage spécifique. Les partenaises, une race locale des Deux-Sèvres. Un maquillage qui plaît énormément à Audrey. Elle est installée depuis 6 ans sur le GAEC familial de son mari à La Pérate, non loin de Parthenay en Deux-Sèvres. On élève 130 vaches partenaises avec leurs petits veaux et des génisses, donc c'est de jeunes femelles qui viendront faire de futures reproductrices dans les années à venir. 250 têtes en tout. Sur cette parcelle, il n'y a qu'une partie de son troupeau. Mais malgré cette 50aine de vaches, elle les reconnaît toutes. Ces partenaises sont vraiment sociables. Elles n'ont pas toutes la même tête. Elles ne se ressemblent pas pour nous. Elles ont un caractère différent toutes et une tête différente. On connaît tous nos animaux par leur prénom. Et on sait aussi, par leur comportement, deviner si ça va ou si ça ne va pas. Comme on passe beaucoup de temps avec nous, elles sont aussi assez proches. Les petits veaux sont assez curieux, ils nous lèchent, ils nous tirent les pulls. C'est notre quotidien, mais nous, on aime bien ça, qu'ils soient proches de nous que d'être très éloignés. Mais ce qui préoccupe surtout Audrey, c'est le bien-être de ses protégés. Le bien-être animal, c'est notre quotidien. On sait prendre soin de nos animaux, que ce soit au niveau santé, mais aussi au niveau alimentation, tout simplement, et être proche d'eux. Donc, mon conjoint et moi, on est sur les animaux à 100%. C'est notre seule activité sur la ferme. Donc, tout notre temps est consacré pour elles, que ce soit l'été ou l'hiver. Quoi qu'on fasse, c'est dans leur intérêt à elles. Et là, tu leur donnes quoi là, à manger ? Alors là, on va dire que c'est une petite gourmandise qu'elles apprécient. Du maïs grain qui permet de répondre aux besoins des vaches, si les fourrages manquent de valeur nutritive. Visiblement, c'est un régal pour elles. Même si les partenaises d'Audrey vivent en plein air, ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas choyées. Donc les vaches au pré, elles passent nuit et jour dans le pré, à pâturer comme elles le souhaitent. On vient les surveiller, les faire un petit tour une fois par jour. Et on leur emmène aussi également de l'eau pour l'abreuvement. Voilà, donc notre quotidien, c'est qu'elles aient à manger et à boire pour se développer correctement et être bien tout le temps. Actuellement, c'est la période d'enrubanage pour Audrey Bonneau. De l'herbe fraîchement fauchée pour la consommation hivernale à l'étable. Nous sommes dans un pré qui a été fauché, donc c'est la toute première herbe. Elle est de qualité. Donc cette année, malheureusement, elle n'est pas en quantité, mais ça va être un enrubanage très riche. Donc un enrubanage, c'est de l'herbe séchée qui est mise en botte et ensuite couverte d'un film, pour garder toute la valeur nutritive de l'aliment. Et cet aliment sera distribué, ce fourrage, donc issu de notre exploitation, sera distribué cet hiver pour nos vaches. Toutes les vaches d'Audrey ne sont pas encore au pré. Il en reste quelques-unes à l'étable, un bâtiment spécialement pensé et conçu pour le bien-être, là encore. C'est une étable, ce qu'on appelle libre, c'est-à-dire que les vaches vont et viennent entre l'aire où elles mangent et après elles peuvent aller dormir quand elles veulent. Donc elles ont à manger et à boire à disposition. C'est un bâtiment qui répond au confort des animaux en termes de luminosité et d'aération. Et en termes de déplacement, ça reste des animaux libres. On leur apporte un lit de paille tous les jours. C'est leur petit cocon hivernal. Dans un coin, une case est aménagée spécialement pour la dernière venue. Elle a moins de 5 jours et n'est pas encore baptisée. Ce jeune veau femelle a l'air très heureux. Voilà, il tète bien sa mère, il est content. Le lait est bon puisqu'il tortille la queue. Les veaux naissent froment.
Et par contre, le tour des oreilles, il noircit au bout d'un an. Ils ont les oreilles noires, même avant. On fait 130 naissances tous les ans. Toutes les femelles restent sur l'exploitation pour faire de futures reproductrices, donc dans les veaux. Et les mâles, certains sont destinés pour faire des papas, d'autres s'en vont à la boucherie. Même en intérieur, le confort des animaux paraît essentiel pour Audrey. Pour nous, c'est une litière propre tous les jours, et d'autant plus en période hivernale. Ça permet aussi d'éviter des problèmes sur les veaux en termes de petites infections. En tout cas, ces bêtes n'ont pas l'air du tout malheureuses. Au GAEC de Lyon, ce sont les partenaises qui passent en premier. Le bien-être animal est au cœur de notre métier. On aime nos animaux, on aime qu'ils soient bien, on est inquiet quand ils sont malades. Donc nous, on doit œuvrer pour que tout se passe bien et que les animaux soient sociables, soient jolis, soient bien dans leur tête, tout simplement. Le bien-être, une chose naturelle et au cœur de son métier. Car Audrey nous le disait hors micro, quand ces vaches vont bien, elle va bien aussi. Sophie Gallard, vous avez entendu comme moi donc, le témoignage d'Audrey Bonneau parlant de ces animaux. À quel point vos intérêts d'éleveurs en termes de performance technique, en termes de performance économique, sont-ils liés, donc, ces intérêts, au bien-être de vos animaux ? Alors bien sûr, nous sommes producteurs de lait de chèvre, donc c'est bien sûr notre production de lait et notre qualité de lait qui fait notre rémunération, donc ça il ne faut pas l'oublier. Hein. Nos chèvres doivent être bien nourris, avec des fourrages de la ferme et bien sûr en bonne santé. C'est nécessaire pour l'économie de l'exploitation et c'est vrai qu'au-delà de ça, si les chèvres ne sont pas bien, nous aussi on n'est pas bien. C'est un petit peu comme Audrey avec ses vaches. Je crois qu'on a un peu tous la même philosophie d'éleveur quand même. Et il y a un lien intime entre bien-être animal et qualité des produits ? Alors, nous concernant, nous sommes dans une filière lait cru, donc il est essentiel que les animaux s'excluent du bâtiment et des chèvres et de la salle de traite. C'est un ensemble qui est primordial pour la qualité des produits, oui. En tout cas, indissociable. Christophe Limoges, quelle est la complémentarité entre bien-être animal d'un côté, bien-être de l'éleveur de l'autre ? Parce que les deux sont importants finalement, j'ai envie de dire. Ils sont indissociables. Indissociable. De toute façon, il faut absolument, si on veut une conduite des animaux, élever les animaux, les soigner au quotidien, il faut que l'éleveur soit bien aussi dans sa tête et bien dans ses bottes, comme on dit. Et c'est pour ça que nous, le fait de soigner les animaux, les traire matin et soir, tous les jours de l'année, jours fériés compris, nous, on a privilégié plutôt une structure sociétaire. On est 4 associés pour pouvoir se compléter au moment des absences, les week-ends de repos, pour avoir des congés. Et ça a toujours été une priorité au sein de notre exploitation, de privilégier l'aspect contrainte, astreinte de travail. Et lorsqu'on est bien dans sa tête, la conduite des animaux se fait toute seule, de manière simplement, et les animaux, ils sont bien aussi. Voilà. Et si un éleveur n'est pas stressé, les animaux ne sont pas stressés. Les deux sont très liés. Intimement liés. Christophe, vous êtes éleveur laitier, vous occupez également des responsabilités professionnelles. Comment est-ce que la communication des éleveurs doit-elle, selon vous, évoluer pour tenter, si besoin est, de rassurer le citoyen consommateur ? Pour rassurer le citoyen, rassurer le consommateur, il faut être transparent, ouvrir nos exploitations, inviter les consommateurs, nos voisins à venir sur nos exploitations. On est prêt à les accueillir, à expliquer nos pratiques au quotidien. On n'a rien à cacher. Il faut être le plus clair possible et puis expliquer ce que c'est qu'aujourd'hui l'élevage, la pratique agricole. Parce qu'aujourd'hui, on le constate, il y a une distanciation qui s'est faite entre le monde de la ville et le monde rural, comme on pourrait dire. Et je pense que s'il y a 2-3 générations, tout le monde avait un aïeul qui était agriculteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je pense qu'il y a un fossé qui s'est créé. Et donc, c'est à nous de faire le pont et de recréer ce lien. Donc, de la transparence, de la pédagogie,
Et puis expliquer les choses de manière simple, parce que un être humain, il se nourrit matin et soir, un animal, il se nourrit matin et soir, c'est la vie. Merci Christophe. Alexis Mainfroy, donc je rappelle, vous êtes producteur de viande bovine. Vous l'avez un petit peu évoqué dans votre présentation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que finalement le confort des animaux, il est toujours dehors ou pas? Eh ben non. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça dépend des territoires. Hein. On a des territoires où en fait on a des sols qui se drainent assez vite, donc l'eau part très vite, donc on peut faire de l'élevage plein air. Mais on a des secteurs comme les nôtres, comme le Mont-Morillonnais, où en fait on a des sols hydromorphes, donc ça veut dire qu'ils sont très humides l'hiver. Et les animaux aiment bien se coucher sur du sec, sur de la paille. Comme nous, quand on va se coucher le soir, on n'aime pas être sur un matelas mouillé, donc et l'été, des fois, quand il fait très chaud, on ne sait pas pourquoi. Des fois, moi, j'ai un bâtiment où en fait qui est ouvert l'été pour que les animaux viennent se mettre à l'ombre. On ne sait pas pourquoi. Ils viennent se coucher dans le bâtiment parce qu'elles trouvent du frais, parce qu'elles sont bien dans le bâtiment. Donc l'élevage en plein air, c'est pas la condition sine qua non du bien-être animal. Non, parce qu'en plus, si admettons il y a des naissances l'hiver. Le veau, pour qu'il aille téter, il ne faut pas que le pis, donc la tétine, soit pleine de boue, parce que c'est prospérité aux maladies pour le veau, et puis à la bonne hygiène de l'animal, quoi. Merci. Sophie Gallard, je reviens vers vous. Tout à l'heure, Aurélia Varin nous faisait part des 5 critères, et le 5e étant lié à la prise en compte du comportement naturel des animaux, en nous disant c'est peut-être le critère le plus difficile à évaluer. Dans votre troupeau de chèvres, comment est-ce que vous tenez compte de leur comportement naturel dans la conduite du troupeau ? Du coup, on a un petit souci de connexion, je crois. Oui. On reviendra vers vous, Sophie, parce que je crois qu'on a un petit problème de connexion à l'instant. Et je reviendrai vers vous. Christophe Limoges, je reviens vers vous. Toujours sur ces critères d'évaluation, la question donc de la santé des animaux, quelles sont les évolutions les plus significatives que vous avez relevées dans les pratiques d'élevage sur cette question de soins portés aux animaux ? Les évolutions les plus significatives aujourd'hui, c'est avec l'évolution climatique, on a amélioré nos bâtiments au point de vue confort, en mettant de la brumisation, en mettant de la ventilation pour réguler davantage les à-coups de chaleur. Parce qu'un animal, et notamment une vache laitière, le degré où elle est le plus idéal, c'est 6 degrés. Et donc, c'est impossible. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a des pics de chaleur qui montent à 35, 38 degrés, c'est à nous de réguler, et c'est la ventilation. C'est comme nous, dans une voiture, on met de la climatisation en période estivale. Donc là, c'est une évolution qu'on a mis en place chez nous, notamment, depuis une dizaine d'années, et qui porte ses fruits. Et ensuite, l'hiver, c'est surtout éviter de prendre des intempéries, les coups de froid, d'avoir une régulation de la température. Et puis également, c'est diminuer l'usage de médicaments au niveau des animaux, c'est de faire de plus en plus de préventifs, de travailler en amont, donc des animaux qui soient en bonne santé, et un animal en bonne santé est très très peu malade, et donc on a aussi amélioré les conditions de l'usage d'antibiotiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personnellement, on est pratiquement à 0 antibiotiques sur l'élevage laitier. On a mis des pratiques alternatives, l'homéopathie, l'aromathérapie, qui sont à base d'huile essentielle, où les bovins sont très très réactifs à ces pratiques-là. Et ça fait 7-8 ans que j'ai commencé avec ces pratiques-là, et ça porte ses fruits. Sur ces dernières décennies, on a vu la taille des exploitations, la taille des troupeaux progresser, on va dire, assez significativement. Est-ce qu'il existe, selon vous, un lien entre le niveau de bien-être animal et la taille, précisément, des troupeaux et des exploitations telles qu'elles existent aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine ? Le lien, il est toujours... Que l'on ait un troupeau de 10 vaches ou un troupeau de 90 ou 100 vaches laitières, l'objectif premier, c'est toujours le confort des animaux. Et ça, un animal qui a des problèmes
de boiterie ou qui est mal logé, aura des difficultés à se lever, il n'ira pas manger, il n'ira pas boire à son aisance, et donc il ne produira pas beaucoup de lait. Et le lait sera plus ou moins de qualité comme on le souhaite. Donc l'objectif premier, ce sont les animaux qui soient confortablement logés, de la nourriture à base de de fourrage et de céréales produites sur l'exploitation, parce qu'on privilégie surtout la production d'autonomie fourragère, comme on dit, un terme technique, de produire 80-90% des aliments qui servent à nourrir les animaux sur l'exploitation. Et donc ça, c'est une priorité. Ouais, l'autonomie fourragère que vous évoquiez à l'instant, on pourrait la mettre en parallèle avec la question du pâturage. Est-ce qu'on est dans un dispositif où on amène, je dirais, la nourriture à l'étable, ou est-ce qu'on fait pâturer les animaux? Selon vous, est-ce que tout ça, ce sont des garanties de performance en termes d'alimentation de qualité? C'est un équilibre. Bon, surtout sur un élevage laitier, il y a la partie des élèves, les génisses, les futures vaches, les vaches taries qui sont en pâturage dans nos exploitations, et ensuite la période en lactation où il y a nécessité de traire les vaches matin et soir, et donc pour un confort de l'éleveur et un confort des animaux, nous avons privilégié plus un bâtiment où les animaux sont regroupés en stabulation libre, le jet, pour pouvoir maîtriser l'astreinte de travail. Mais dans une lactation, sur une année civile, il y a 10 mois de lactation et 2 mois de repos. Donc, il y a 2 mois qu'elles sont les vaches vont en pâturage avec les génisses en période estivale. Par contre, l'hiver, tous les animaux sont renfermés dans les bâtiments pour pouvoir les loger dans les bonnes conditions à cause du climat. Parce que lorsqu'il pleut, on se met tous à l'abri. Exact. Je vais essayer de revenir vers Sophie Gallard. Je ne sais pas si la connexion sera rétablie et de meilleure qualité. Sophie, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, ça a l'air d'aller mieux, oui, effectivement. Je disais tout à l'heure, Aurélia Varin, l'éthologue, nous parlait donc des 5 critères, des 5 libertés. Le dernier étant pour elle peut-être le plus difficile à évaluer. Donc, je veux parler de la prise en compte du comportement naturel des animaux. Comment est-ce que vous tenez compte précisément dans la conduite de votre troupeau du comportement naturel de vos animaux ? Alors nous, ça commence dès le plus jeune âge, lorsqu'elles sont chevrettes, sevrées, on leur met, même toutes petites, on leur met des genres d'agrès pour qu'elles puissent sauter, faire les petites folles, grimper, jouer quoi. Je crois que ça va être difficile. Simplement comme des petites chevrettes. Et puis, ça va être difficile pourtant. Et par rapport aux chèvres, nous envisageons de leur mettre des brosses pour qu'elles puissent aller se gratter elles-mêmes. Et puis, et surtout, nous envisageons de leur faire des parcs à l'extérieur, puissent rentrer et sortir du bâtiment toutes seules, quoi. Avec donc mise en place de parcours en fait où elles vont pouvoir sortir de la chèvrerie, quoi. Voilà, se dégourdir les pattes, oui. Ok, merci Sophie. Aurélia Varin, je reviens vers vous. Là. Alors. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Aurélia, vous l'évoquiez dans votre propos initial, le transport des animaux, comme leur abattage d'ailleurs, peuvent être source de peur et de stress. Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour tenter de restreindre ces problématiques-là, voire peut-être y remédier d'ailleurs ? Alors, effectivement, aujourd'hui, la difficulté du système, c'est que pour pouvoir consommer la viande, on doit forcément avoir un niveau de qualité sanitaire important et des contrôles. Et aujourd'hui, on a regroupé ces abattages dans un lieu où on est capable ensuite de contrôler tous les éléments sanitaires pour donner une viande saine aux consommateurs. Le fait d'avoir regroupé ces abattages fait qu'il faut emmener les animaux vivants depuis leur élevage jusqu'au lieu d'abattage. Et le transport qu'il y a, puis le fait d'arriver dans un nouvel environnement, sont tous les deux clairement des éléments qui sont stressants pour les animaux, quoi qu'on fasse. On peut tout de même réduire ce stress. Par exemple, on peut réduire la durée de transport. On peut aussi améliorer l'aménagement des camions pour faire en sorte que les animaux soient plus confortables dans le camion. Et à l'abattoir, de la même manière, on peut réussir à réduire les différentes sources de stress, notamment en aménageant correctement les couloirs d'amener, en faisant un étourdissement préalable à la saignée pour que l'animal soit inconscient au moment de sa saignée, et aussi en formant les opérateurs.
c'est pas une liste exhaustive, hein, bien sûr. C'est juste quelques exemples. Il faut bien avoir à l'esprit que le transport et l'abattage sont toujours source de stress, mais qu'on peut réduire ces sources de stress dans quelque chose qui semble acceptable par rapport au gain de l'autre côté d'avoir du coup une viande saine à disposition des consommateurs. Alors je crois savoir qu'il y a des expérimentations en cours pour tenter de développer l'abattage à la ferme. Alors évidemment, si l'animal est abattu à la ferme, il n'y a pas de transport, donc pas de stress. Est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? D'un point de vue de l'animal, c'est une excellente idée. C'est-à-dire l'abattre sur le lieu qu'il connaît, ne pas avoir à le transporter, à le manipuler. Si c'est fait dans de bonnes conditions, bien sûr, mais les expérimentations que j'ai vues étaient faites dans de très bonnes conditions. À l'échelle de l'animal, de la vache ou de la chèvre qu'on considère, c'est sûr que là, on est vraiment, on va dire, dans le maximum de ce qu'on peut faire. Malheureusement, aujourd'hui, il va être difficile de développer ce type d'abattage de manière globale sur tous les élevages. Il faut savoir qu'en France, on est une très belle terre de production. On a la chance d'avoir énormément d'élevage et d'avoir énormément d'animaux. Et nous pouvons du coup nous nourrir de nos animaux français, ce qui est vraiment une chance, mais ce qui induit d'autre part un nombre d'animaux à abattre très important. Et aujourd'hui, l'abattage à la ferme est une très bonne solution à développer dès qu'on peut, mais qui ne pourra pas être la solution pour tout le troupeau. Alexis, vous avez fait le choix d'un abattage de proximité, précisément pour tenter de réduire le temps de transport et le stress qui peut être lié à ce déplacement. Eh bien oui, on a la chance d'avoir un abattoir à Montmorillon. Donc c'est vrai que moi je suis à 7 km de l'abattoir, donc c'est quand même un sacré avantage. Parce qu'un animal moins stressé, c'est quand même de la viande de qualité qui est moins dure. Et puis derrière, on a des gens qualifiés qui s'occupent de notre animal pour l'abattage. Donc voilà, moi je me vois pas sanitairement parlant, abattre mon animal chez moi, quoi. Christophe Limoges, quelle est, selon vous, la marge de manœuvre finalement des éleveurs en la matière? Puisque bon, l'éleveur, on est en train de le démontrer, mais tout en œuvre pour assurer le bien-être animal. Et puis à un moment donné, l'animal doit partir de l'exploitation. Quelle est la marge de manœuvre de l'éleveur pour choisir son transporteur, choisir son abattoir? Parce que des abattoirs, il n'y en a pas partout non plus. Non, aujourd'hui, la marge de manœuvre qui existe pour les éleveurs, c'est de s'assurer que le transport et l'abattage se fassent dans les bonnes conditions, les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, je sais que la filière viande a beaucoup travaillé en mettant en place des audits, des diagnostics sur le transport des animaux. Les transporteurs ont beaucoup amélioré depuis quelques années ce travail-là. Et puis au niveau des abattoirs, aujourd'hui, avec un diagnostic qui garantit à 100% l'étourdissement des animaux avant la saignée, ça c'est un travail qui a été fait et qui assure un confort. Après, sur l'abattage à la ferme, moi, humainement, je ne me vois pas abattre mes vaches. Et ça, je ne pourrais pas. Et parce que on a un peu d'affection vers nos animaux, et donc je ne pourrais pas. Et puis, au point de vue respect des normes sanitaires, parce que là, il faut penser à la santé humaine, on doit avoir quelque chose d'exemplaire en matière sanitaire, et on ne pourra pas assurer. Et moi, personnellement, 25 à 30 vaches à tuer chez moi, je fais comment pour les transporter, pour les mettre en chambre froide, pour pouvoir les distribuer? Mais c'est un travail titanesque. Oui, tout ça dans le respect des normes sanitaires. Voilà. Et je pense que les normes sanitaires pourraient avoir vite des dérives. Vous l'évoquiez à l'instant, l'interprofession bétail et viande, Interbev, a beaucoup investi aussi dans la formation des opérateurs, que ce soit les transporteurs ou ceux qui réceptionnent les animaux à l'abattoir. Oui, ils ont beaucoup investi en mettant en place ces audits, et c'est un travail qui a été fait en amont, en préventif, et on peut saluer le travail qui a été fait. Et aujourd'hui, moi je déplore quelques images qui font du sensationnel, mais même si on travaille bien, on va avoir des images sensationnelles. Et la dérive des images peut entraîner des choses. Par contre, il y a une prise de conscience, je dirais à 200%, des abatteurs, des transporteurs, et puis surveillée par l'administration des services vétérinaires. Merci Christophe. Pierre et Sylvain, nos deux étudiants, deux questions. En quoi la formation qui vous est dispensée aujourd'hui, selon vous, vous prépare-t-elle précisément donc, à la prise en compte donc, de ce bien-être animal? On effectue des TP, travaux pratiques. Donc des travaux pratiques sur l'exploitation.
Donc en manipulant les animaux, que ce soit les bovins, les caprins ou les ovins, et on nous apprend les bonnes manières, les bonnes pratiques. Voilà, dans de bonnes conditions. Après, on nous apprend les normes, donc ça, principalement sur les bâtiments, donc les surfaces à respecter, tout ça. Oui, terminé. Allez-y. Comment dire? J'ai perdu mes mots. Vous avez perdu, c'est pas grave. Et en quoi justement la prise en compte de ce bien-être animal vous paraît, vous, aujourd'hui, avec les connaissances qui sont les vôtres, à la bonne gestion d'une ferme d'élevage? Si les animaux sont bien, ils sont pas stressés, ils produisent bien, ils sont contents. Toujours ce lien donc avec la qualité des produits qui est absolument essentiel. Christophe, on a à peu près le même âge. Donc vos études commencent à remonter un petit peu loin. Vous aviez le sentiment au même âge que Pierre et Sylvain d'être aussi bien préparés à cette prise en compte du bien-être animal, ou les problématiques étaient ailleurs à l'époque? Honnêtement, en 1980-83, la problématique n'était pas là. Elle n'était pas là. Non. On était sur l'aspect technique, économique. On était sur les fondamentaux de l'économie agricole. Après, je pense que ça se fait naturellement, cette notion de bien-être. J'ai toujours dit, ça a toujours été une priorité. Ça a été une priorité pour mes parents, mes grands-parents qui étaient éleveurs. Des animaux en bonne santé, ils sont reconnaissants. Parce qu'on le voit, quand on va dans un troupeau et que les animaux viennent vers l'éleveur, ça veut dire que tout se passe bien. Si les animaux fuient l'éleveur, c'est signe qu'il y a un problème de stress. Et on le voit du premier coup. Merci Christophe. Alors, troisième et ultime séquence de notre débat, comment le bien-être animal peut-il encore progresser dans nos élevages de Nouvelle-Aquitaine? Et dernière étape de notre roadshow avec la visite de la ferme du GAEC bien nommée La Voie Lactée. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Aux environs de 7 heures, à Vernoux-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres, c'est l'effervescence au GAEC, La Voie Lactée. Patricia Germain et son employé s'occupent des vaches Primolstein pour la première traite de la journée. Là, alors je trempe pour désinfecter les crayons, les essuyer, et après on branche. Et on refait la même chose après pour désinfecter le sphincter, parce que le sphincter ne ferme pas aussitôt. Donc voilà. Une opération qui évite des infections et permet à la vache d'être dans de meilleures conditions pour distribuer son lait. Jean-Pierre fait rentrer les vaches, et donc elles rentrent. Moi, avec mon salarié, les vaches, elles rentrent une par une. On en fait 10 de chaque côté, 2 fois 10, donc 20 d'un coup. Par alternance, on ne fait jamais les 2 côtés d'un coup. On fait par alternance, ce qui fait qu'on n'arrête jamais, quoi. Les éleveurs prennent leur temps, ne brusquent pas les vaches. Elles viennent d'elles-mêmes et visiblement apprécient ce moment. Preuve en est, elles se mettent à ruminer. Ici, tout est pensé pour leur confort. Des tapis antidérapants ont été installés, ce qui facilite l'accès à la salle de traite. Dans les élevages aujourd'hui, il y a un nombre d'animaux assez important. Et à partir du moment où on a un nombre qui passe les 100 animaux, c'est déjà plus compliqué de les mettre au champ dans la maîtrise des parcours, des clôtures et puis l'éloignement des parcelles. Parce que plus on a d'animaux et plus il faut de la surface. Donc à concentrer ces animaux sous un même toit, on résout beaucoup de problèmes. Même si ces demoiselles restent en intérieur, cela ne leur empêche pas d'être heureuses. Dans la vaste étable, il y a de la place pour tout le monde. Les Primolstein peuvent circuler librement et aller où elles le souhaitent. Leurs éleveurs sont aux petits soins pour que leur quotidien soit le plus agréable possible. Pourquoi une stabulation fermée? C'est pour reconcentrer un peu le travail, mais dans une stabulation, c'est la liberté totale, quoi. Les bêtes sont sous un toit et elles font ce qu'elles veulent. À part les 2 moments de traite, le reste de la journée, liberté de mouvement totale. Aucune contrainte pour les bêtes. Un cadre de vie confortable pour les vaches, cela passe forcément par des aménagements du bâtiment. On a fait des aménagements. Alors il y en a qui ont été faits dès le départ, à la construction. Le couchage qui est composé de matelas, genre un peu matelas à mémoire de forme, qui supporte
le poids des vaches sans se détériorer. Outre le matelas, les éleveurs ont installé des tapis à même le béton pour éviter que les vaches n'abîment leurs sabots. Les associés du GAEC La Voie Lactée ont également mis en place des ventilateurs pour les fortes chaleurs. Associés avec de l'eau, la brumisation permet d'aboutir à une température entre 28 et 30 degrés dans le bâtiment afin de maintenir ces demoiselles le plus en forme possible. Sans oublier également qu'elles ont accès à l'eau en permanence, mais aussi à la nourriture. Oui, donc aujourd'hui, nos vaches laitières mangent des produits exclusivement produits sur l'exploitation, dont du maïs en silage, ensuite de l'herbe à base de protéines et de légumineuses. Ensuite, on a aussi du concentré qui est acheté à l'extérieur pour corriger cette ration de base. Et en énergie, on produit aussi du maïs humide, c'est-à-dire c'est le grain de maïs que l'on écrase en farine, que l'on met en silo et qu'on redonne aux vaches laitières. En plus d'être bichonnées à l'intérieur, certaines génisses jouissent d'un privilège non négligeable, la possibilité de gambader en extérieur pour se dégourdir les pattes. Mais ce privilège pourrait bientôt être ouvert à tout l'élevage. Et on a un projet d'installer 2 jeunes d'ici 2 ou 3 ans. Et les jeunes envisagent de faire des parcours extérieurs pour tout le troupeau vaches laitières. C'est-à-dire les 150 vaches sortiraient au champ sur les 2 ou 3 parcelles environnantes, quoi. Un projet qui verra le jour en 2023. En attendant, une chose est sûre, Patricia et Jean-Pierre Germain resteront attentifs au bien-être de leur Primolstein. Quand une vache se porte bien, elle produit du bon lait. Tout le monde est donc satisfait. Aurélia Varin, je reviens vers vous. Est-ce que selon vous, Aurélia, vous m'entendez ? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que selon vous, il existe des limites structurelles à la prise en compte du bien-être animal suivant les filières de production ou pas ? Alors malheureusement, oui, certaines conduites d'élevage qui sont développées, certains modèles limitent en fait le niveau de bien-être optimum. Je pense notamment au cas des poules pondeuses en cage. Très clairement, quand on a un éleveur excellent, vétérinaire, éthologue, qui est très au fait du bien-être de ses animaux, si il travaille dans un élevage de poules pondeuses en cage, il ne pourra pas permettre à ces poules d'atteindre un niveau de bien-être optimum par rapport à ce même éleveur qui aurait un élevage tout aussi bien tenu, mais avec une sortie extérieure possible. Et c'est ça qui est important à comprendre en fait, c'est que en fonction des différents systèmes d'élevage dans lesquels on est, on a plus ou moins de marge de manœuvre en fait dans son propre système pour atteindre des niveaux de bien-être qui sont plus ou moins élevés. Et est-ce que d'une manière générale, les progrès qui sont encore possibles sur le bien-être animal, est-ce qu'ils ne se heurtent pas aux problématiques de prix qui sont payés de prix des produits, donc payés aux producteurs ? C'est toujours forcément lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un producteur d'améliorer ou de changer son système d'élevage si on n'a pas derrière une rémunération juste. Et on sait qu'aujourd'hui, certains éleveurs, malheureusement, n'ont pas une rémunération qui leur permette de vivre correctement de leur métier, ce qui n'est absolument pas correct. Donc il faut s'assurer qu'ils puissent avoir une rémunération acceptable à leurs yeux. Il faut que les consommateurs soient prêts aussi à payer plus pour avoir une viande de qualité et qui garantit le bien-être animal dans tous les cas. Merci Aurélia. Alexis, précisément, donc vous êtes éleveur de bovins viande. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vivre dignement de son métier quand on est producteur de bovins, viande, tout en assumant un haut niveau de bien-être animal ? Alors, on a des éleveurs qui vivent très bien de leur métier. Sinon, on ne ferait pas ce métier non plus. C'est vrai que de faire des bâtiments pour le bien-être animal, ça a un coût. Et il y a un instant T, on fait le choix de faire un bâtiment pour qu'elle soit mieux l'hiver, l'été, etc. Sauf que derrière, le prix rémunérateur payé à l'éleveur ne suit pas. Et du coup, c'est des emprunts qu'on fait à la banque. Et malheureusement, il y a des éleveurs qui n'y arrivent pas à cause de ces mises aux normes. Oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a quelque temps, on vous a amené et conduit à mettre aux normes vos bâtiments d'élevage, donc avec des coûts que vous avez dû absorber. Voilà, c'est ça. Donc moi, quand je me suis installé,
Eh ben, on commençait déjà à parler de bien-être animal, donc une surface estimée par animal. Donc ça fait quand même une surface de bâtiment assez conséquente pour mes 50 vaches. Voilà. Bon, après, il a fallu prévoir un couloir de contention pour, au niveau de la manipulation, pour éviter de stresser l'animal au maximum. Parce qu'un animal bien en contention est aussi bien, on est moins en danger animal que nous et vice versa. Oui, bien sûr. Et derrière, oui, c'est un coût. Alors certes, c'est un confort de travail, mais c'est un coût quand même énorme à l'élevage. En tout cas, le prix payé au producteur est déterminant dans sa capacité à mettre en œuvre ce bien-être animal. Voilà, et ce qui est dommage, c'est que ce prix n'a pas été pris en compte forcément dans la loi Egalim, prix payé producteur. Merci Alexis. Christophe, je reviens vers vous. Conditionner les aides qui sont accordées à l'élevage, est-ce que ça vous paraît être une bonne solution finalement? Je pense par exemple au programme Néoterra, le programme de la région Nouvelle-Aquitaine, qui conditionne une partie de ces aides à cette prise en compte. Ça vous paraît dans le bon sens et en tout cas supportable pour les éleveurs? Oui, ça me paraît dans le bon sens. La feuille de route Néoterra fixe des objectifs à une dizaine d'années. Donc on sait très bien que l'évolution de l'élevage, quel qu'il soit, ne se fait pas en 6 mois de temps. C'est un travail de longue haleine. Et donc aujourd'hui, donner des impulsions, accompagner financièrement dans les investissements futurs les éleveurs, va dans le bon sens. Après, il faut être pragmatique. Il faut que ce soit lié à une rémunération du prix final au producteur pour pouvoir que tout le monde s'y retrouve. Oui, longtemps, on a quand même demandé aux agriculteurs de produire beaucoup pour nourrir la population, si possible à très bas prix. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on voit des tendances se développer pour mieux manger et avoir une alimentation de meilleure qualité. Pour autant, il y a quand même encore une demande de volume qui existe. Ça vous paraît compatible avec un haut niveau de bien-être animal? C'est tout à fait incompatible. Je pense qu'il faut absolument qu'à un moment donné, que la société, les grandes surfaces prennent conscience qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas demander l'impossible au monde de l'élevage. Avoir des meilleures conditions de logement, c'est fait de manière naturelle chez les éleveurs. Mais si on veut demain le renouvellement des générations dans les éleveurs, avoir des jeunes agriculteurs qui s'installent dans le métier, s'il n'y a pas une garantie de revenus un minimum sur du long terme, ça sera très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un changement de société, un comportement de société qui a complètement évolué par rapport à il y a 20, 30 ans. Il faut en prendre conscience. Aujourd'hui, la notion du travail, la notion de rémunération est prépondérante. Le monde agricole a beaucoup évolué et heureusement que les jeunes générations nous poussent dans ce sens-là. Et pour garantir notre sécurité alimentaire, notre approvisionnement alimentaire, est-ce que selon vous, tous les modèles de production, parce que bon, on ne l'a pas beaucoup évoqué ce soir, mais on sait qu'il y a différents modèles de production, est-ce que tous ces modèles de production vous paraissent nécessaires pour justement garantir cette sécurité alimentaire? Tous ces modèles de production, cette diversité assure une complémentarité. Pourquoi? Parce que l'éleveur, en priorité, il fait ce qui lui plaît. S'il fait ce qui lui plaît, il veut choisir davantage de types de production, tels de filières vachetières, chèvres ou bovins allaitants. C'est un choix d'éleveur. Et cette complémentarité est assurée par cette diversité et ça assure aussi la proximité. Parce qu'aujourd'hui, produire dans les zones rurales et alimenter des grandes villes comme Bordeaux, Poitiers, La Rochelle, je reste en local, ça reste du local. Par contre, le consommateur, il dit, le local, c'est quoi? C'est la ferme voisine. Mais ce n'est pas possible. Moi, le local, quand c'est livré à ma coopérative laitière, livrer du beurre à Bordeaux ou à Nantes, ça reste local. Et cette notion de politique est un peu, des fois, bafouée et mise de côté. Et précisément, en quoi consommer des produits sous signe officiel d'origine et de qualité, comme ceux qui sont produits ici en Nouvelle-Aquitaine, on en a beaucoup. En quoi est-ce que ça participe aussi du bien-être animal, finalement? Ça permet de maintenir des éleveurs, de l'activité d'élevage sur nos zones rurales. Et si les éleveurs assurent un débouché de leur produit final, notamment pour moi en beurre ou en yaourt ou en lait UHT,
qui est consommé localement, ça assure une identification du produit. Et aujourd'hui, je pense que le consommateur est de plus en plus attentif. Et la crise sanitaire que l'on vit depuis 1 an l'a montré. Les consommateurs sont attentifs d'où vient le produit. Et aujourd'hui, est-ce que c'est normal de faire venir des produits de consommation au quotidien qui viennent d'Amérique du Sud ou de je ne sais pas d'où, alors qu'on peut le produire localement et en même temps, ça fait faire un développement économique des zones rurales et le maintien. Et on verra bien que demain, les gens vont peut-être fuir un peu les grandes villes et revenir dans nos zones rurales. Quelques centimes pour le litre de lait, c'est déterminant pour l'éleveur. Ça peut être assez anodin pour le consommateur. Ce sont des histoires de 2, 3, 4 centimes sur un litre de lait UHT. 10 centimes sur une plaquette de beurre, c'est dérisoire. Et ça représente des petits budgets. Par contre, pour nous, éleveurs, c'est primordial pour assurer notre avenir. Merci Christophe. Sophie Gallard, ça sera ma dernière question avant qu'on prenne les questions de nos auditeurs. Sophie, vous m'entendez ? Alors, est-ce qu'on a perdu Sophie ? Oui, vous m'entendez Sophie ? Pour l'instant, je n'ai pas de retour. C'est pas grave, je vais poser la question à Christophe. Christophe, est-ce que selon vous, finalement, parce qu'on a parlé ce soir de bien-être animal, est-ce que le niveau de prise en compte du bien-être animal dans les élevages, est-ce qu'il devrait être intégré dans la constitution du prix payé aux producteurs finalement? Parce qu'il y a ceux qui font plus ou moins d'efforts. Est-ce qu'il devrait y avoir une récompense finalement sur le prix pour l'éleveur qui intègre tous ces éléments-là? Ce sont des critères au point de vue de commercialisation. Alors ce sont la notion du bien-être animal. On a aujourd'hui des outils qui mesurent ce bien-être animal dans les élevages. Et ça peut définir des critères. On peut avoir comment sont nourris les animaux, et en fonction de ça, être inclus dans le prix de vente final pour le consommateur et qui assure la rémunération. Oui, pourquoi pas. Ça va être très compliqué parce que je m'attends qu'il y aura toujours des dérives. Oui. Mais si les choses se faisaient naturellement, on n'aurait pas besoin de mettre ces outils en place. Après, il existe, suivant les organisations économiques, des cahiers des charges qualité qui commencent à intégrer ces aspects-là, d'ailleurs, je crois. Notamment, oui, on a le cahier des charges pour avoir un minimum de surface fourragère dans les animaux, comme pour nourrir les animaux, comment sont logés les animaux en fonction des conditions de soins. Tout ça, ce sont des critères qui sont pris en compte et qui doivent amener une valeur ajoutée sur le prix final et une rémunération pour l'éleveur. Et comme je dis, on le disait tout à l'heure, ce sont des histoires de centimes d'euros. Bien, Voilà. Merci Christophe pour cette dernière prise de parole. Nous sommes presque donc au terme de cet échange et je vous propose donc d'ouvrir immédiatement le débat donc avec les questions qu'on a pu recevoir de nos auditeurs, des questions qui nous sont parvenues par mail lors de l'inscription donc au débat sur le site du Salon de l'Agriculture et d'autres qui sont arrivées par SMS pendant le direct. Eric, tu as réceptionné. Je vous laisse commencer par celle par mail. Si tu veux bien. Allons-y, deux questions par mail, puis ensuite on va vous faire part de quelques-unes des réactions qui sont arrivées suite à vos témoignages extrêmement forts. Allez-y, Philippe. Alors, les questions, moi, je les ai pas. Non, j'y vais. Non, je crois que vous en aviez par mail. Pardon, je crois que vous en aviez par mail. Alors, questions. Des questions qui sont venues suite à vos commentaires les uns les autres, notamment sur les garanties qui peuvent être apportées pour s'assurer du bon traitement des animaux en élevage. Vous avez, les uns et les autres d'ailleurs, pas mal convaincus, ceux qui nous écoutaient, de votre bonne foi, de la véritable volonté, du lien très fort qui vous unissait avec vos animaux. Mais cependant, on vous demande des garanties. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui voudraient des garanties, des formes factuelles quelque part? Qui veut prendre la parole? Est-ce que vous comprenez déjà qu'on vous demande des garanties? Comme on avait dit au départ, les garanties, il suffit de venir voir sur nos exploitations pour montrer. On n'a rien à cacher. Hein. On a toujours été en transparence sur nos élevages. Que ce soit en vache laitière, en chèvre, en mouton, en toute production confondue, on n'a jamais fermé les portes à qui que ce soit. Bien au contraire. Mais vous comprenez que certains emploient ce mot des garanties, ou au contraire ça vous fait mal, parce que justement vous ne comprenez pas qu'on puisse se douter finalement de ça. En fait, on est assimilé à on va dire à un véhicule.
Un véhicule, en fait, on achète un véhicule, c'est un exemple, hein, mais et en fait, il y a une garantie. Et ben, en fait, on est assimilé à ce même type de problème, alors que les garanties, on les a journalièrement, enfin, on l'a tous les jours. Oui, puis les garanties peuvent exister, comme on l'évoquait avec Christophe, autour des produits sous signe officiel d'origine et de qualité, autour de produits sous label. Il n'y a pas que les signes officiels d'origine, hein, tels que l'AOP, il y a aussi un certain nombre de labels, le label rouge. C'est aussi des garanties pour la prise en compte du bien-être animal. Ce sont des garanties pour la qualité du produit, les conditions de logement et le bien-être animal. Et cette notion de bien-être animal, c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, en 1980, c'était pas une priorité, mais c'était le quotidien déjà. Et aujourd'hui, mais c'est un travail au quotidien depuis 35 ans, hein, moi. Mais par contre, aujourd'hui, on est obligé de le faire savoir. Et le faire savoir, le meilleur moyen, venez dans nos exploitations. Le message est clair. Les médias montrent ce qui se passe et pratiquent au quotidien d'une exploitation, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de problème. Et je peux vous dire une chose, par contre, ça n'attire pas vraiment les foules. Pourquoi ? C'est quelque chose de naturel. Par contre, s'il y avait quelque chose de sensationnel, d'extraordinaire, voire d'extrême, il n'y a pas de souci, les médias les accourent. Et est-ce que la meilleure garantie, Christophe, c'est pas finalement la qualité des produits ? Parce que vous nous l'avez expliqué tout au long de ce débat. Quand on a un produit de qualité, normalement, on est obligé de prendre en compte le bien-être animal, sinon ce ne serait pas un produit de qualité. Mais c'est évident. Le bien-être animal, il est obligatoirement lié à la qualité finale du produit, parce qu'on aura des qualités gustatives en fonction des fourrages qui vont être apportés, en fonction de la qualité sanitaire du lait qui est sorti de nos exploitations, notamment en élevage laitier, et tout ça fait. Mais il faut aussi que le consommateur reconnaisse la valeur de ce produit, et qu'aujourd'hui, il est préférable de manger un peu de beurre tous les jours de très bonne qualité, plutôt que de se goinfrer d'autres produits qui ne sait pas d'où l'origine. Donc, manger du local, et j'oserais dire, manger du beurre de Pamply. J'ai une clarté remarquable. Des questions plus pointues, entre guillemets. Pourquoi les vaches laitières ne sont pas sur une aire paillée comme les vaches à viande ou les chèvres ? Et puis, autre question, quelqu'un aurait aimé savoir si les chèvres laitières étaient obligées d'être enceintes comme les vaches pour produire du lait. Car, nous dit la personne qui écrit, savoir qu'un animal est obligé d'être porteur d'un enfant pour produire du lait, pour moi, et c'est bien un sentiment qui, en tout cas, c'est une question. Pour moi, ce n'est pas très éthique, nous dit la personne qui écrit. Qui veut répondre sur ces deux points ? Je vais répondre sur la première partie, sur le logement des vaches laitières par rapport à une aire paillée. C'est l'utilisation et la tranquillité des animaux et pour aussi leur propreté, l'hygiène. Lorsqu'elles sont dans des logettes, alors c'est des cases individuelles, où elles sont libres d'entrer, de sortir comme elles veulent, de dormir, et quand elles sont isolées, elles ne sont pas dérangées par les autres, leurs amis et leurs collègues, au niveau de la stabulation. Et voilà. Donc, et c'est une question de pratique et d'hygiène et de sanitaire en priorité. Réponse très claire concernant Après, je laisserai Sophie Gallard. Sophie, oui, ce que j'allais dire. Sophie et Aurélia, peut-être, oui. Sophie ? Oui, concernant les chèvres, hein, je ne sais pas si la connexion est bonne. Vous m'entendez ? On vous a retrouvé, allez-y. Ok. Donc concernant les chèvres, hein, donc ce sont des mammifères. Hein, donc comme tout mammifère, pour avoir du lait, il faut forcément faire des petits. Donc c'est indéniable pour nous éleveurs gagner notre vie en faisant du lait, mais il faut faire des petits. Voilà. Aurélia, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Oui. La réponse était toute simple. Et vous voyez, ce sont des questions parfois toutes simples que certains se posent et comment dire, des choses très naturelles qu'il faut parfois rappeler. D'ailleurs, c'est tout l'objet, hein, à la fois de ces débats, mais aussi des différents reportages, hein, qui sont sur AgriWeb TV. Rappeler parfois des choses toutes simples pour les uns et les autres, mais qui méritent parfois une explication. Aurélia, vous voulez rajouter un mot, un commentaire au propos de Sophie Pas forcément sur les propos de Sophie, puisque là, il s'agit vraiment d'une question de conduite d'élevage, donc elle s'y connaît bien plus que moi. Peut-être sur les garanties qu'on peut apporter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir que le bien-être animal est de plus en plus pris en compte, effectivement, dans les cahiers des charges, et que c'est de plus en plus communiqué sur les produits, que ce soit au travers de certains signes de qualité, mais aussi d'étiquettes qui se développent, de labels spécifiques. Donc, moi, je voudrais dire aux consommateurs que... il faut aujourd'hui regarder les produits qu'on achète, se poser des questions, aller voir sur les sites internet qui souvent du coup regorgent de plein d'informations sur les modes d'élevage et puis ce qui se passe autour des animaux. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chercher l'information et elle y sera de plus en plus. Et effectivement, le monde de l'élevage a une volonté de transparence
Et c'est vraiment quelque chose de primordial pour redonner confiance. Merci, merci Aurélia, et donc ça sera le mot de la fin. Il est presque 19h, ou il est quasiment 19h. Il vous reste une minute pour conclure. Une minute pour conclure, on aura tenu donc le timing de ce débat. Donc je voudrais remercier bien évidemment Guillaume Dupuis, le directeur donc du lycée agricole de Montmorillon, pour leur accueil et la qualité des installations qui ont été mises à notre disposition. Merci à Pierre et Sylvain également, nos étudiants, pour leur témoignage et puis aussi leur enthousiasme, parce que ça nous laisse plein d'espoir pour l'avenir. Merci à tous nos intervenants, donc Sophie et Aurélia, donc qui étaient donc en distanciel, Christophe, Alexis également. Voilà, donc et à tous les éleveurs qui ont ouvert grand leur ferme pour vous permettre de comprendre combien la prise en compte du bien-être animal était une composante essentielle de la performance de nos élevages ici en Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous souhaite, au nom de toute l'équipe du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous donc dès demain et jusqu'à la fin de la semaine sur agriweb.tv pour d'autres débats et d'autres découvertes. Le programme s'affiche. Merci mon cher Philippe pour avoir animé ce débat. Et encore une fois, vous réagissez à celui-ci si vous le suivez en replay avec le hashtag Parlons Agriculture NA. Parlons Agriculture NA, quels que soient les réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'utiliser ou de fréquenter. Et rendez-vous pour ceux qui nous suivent en direct demain à Périgueux à partir de 10h.